Et bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que on nous entend bien? Est-ce que vous pouvez laisser un petit message? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous connecter aujourd'hui sur ce webinaire et merci surtout à Nicolas de ta présence. Salut Euh, Ryan, bonjour tout le le, monde. le but de nos webinaires, c'est vraiment de vous donner les clés à toutes et tous pour vous en sortir pendant cette période de crise et cette période qui n'est pas évidente et surtout sur l'aspect financement, parce que notre rôle avec Eldorado, c'est de vous aider à identifier tous les financements adaptés à votre projet. Euh, on le sait, il y a eu énormément d'annonces du gouvernement, des dispositifs qui existaient avant, qui seront peut-être à mobiliser pour vous, et puis les levées de fonds qui sont quelque peu ralenties, mais qu'il va falloir surveiller parce qu'il y aura forcément un retour à l'activité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nicolas qui s'y connaît plutôt bien sur l'aspect financement startup, puisqu'il est membre de la Chambre de commerce de Paris et qui est notamment en charge du pôle startup. Peut-être que je peux te commencer par te laisser te présenter, Nicolas, et puis après on enchaînera sur le rôle de la CCI. Yes, ouais, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, moi, je m'occupe de l'accompagnement des startups à la CCI Paris. Donc, concrètement et rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de l'accompagnement, enfin, c'est essentiellement de l'accompagnement individuel de startups plutôt en phase de démarrage. Donc, assez souvent, dès le début du projet, avant même la création de la structure juridique. Et l'idée, c'est de travailler ensemble sur le business model, de réfléchir ensemble au marché, à la stratégie. On va réfléchir ensemble du coup aussi à toutes les hypothèses de financement, à l'articulation entre les financements publics et privés. Et puis voilà, je détaille pas plus. Et puis au-delà de ça, il y a toutes les collaborations qu'on peut faire avec l'écosystème et notamment la contribution à French Tech Central. Donc on est partenaire de la French Tech aussi. Ok, et d'ailleurs, comment ça se passe dans cette période de crise, la Chambre de commerce? Vous travaillez tous de chez vous, vous arrivez à continuer à accompagner ces startups, French Tech Central, la BPI. Est-ce que tu peux peut-être redresser un petit peu de l'état des lieux des pouvoirs publics dans cette période? Comment c'est organisé et comment ça s'est mobilisé pour pour aider les entrepreneurs? Oui, alors je vais commencer par la Chambre de commerce. Donc évidemment, non seulement on continue à travailler tous, c'est une évidence absolue, d'autant plus qu'on a été missionné par le gouvernement pour être un interlocuteur de premier niveau auprès des entreprises dans tout secteur d'activité, hein, donc que ce soit de la start-up, de la TPE, PME, du commerce, etc. Et donc, on a mis en place dans toute la France des numéros d'urgence, des cellules d'accompagnement. Donc, c'est aussi l'une des caractéristiques des chambres de commerce, hein, c'est l'ancrage territorial. Donc, comme on est présent sur toute la France, on a des personnes sur toute la France qui répondent à toutes les problématiques. Et l'idée, c'est de dire, voilà, en fonction de là où les problématiques que vous rencontrez, nous, on va identifier avec vous tout ce qu'il est possible de faire, vous aider aussi à structurer la démarche auprès des différents organismes. Pour donner peut-être un chiffre que CCI France a communiqué hier, ça représente actuellement plus de 80 000 entreprises qui ont contacté les CCI dans toute la France. Donc, on est là. Ah, c'est énorme. Et du côté de la BPI, tu sais comment ils s'organisent justement dans cette période de crise avec, il y a les annonces, on va peut-être en reparler, mais il y a déjà les annonces faites par le gouvernement, les pouvoirs publics, et après, qui doivent être déployées aussi bien par le secteur bancaire que le secteur des financements non dilutifs et publics. Comment s'organise un peu toute la chaîne après de décision et de prise de décision, ce qu'on vit en ce moment, quoi. Je pense que tu le vois comme moi, hein, c'est que bon, d'une part ils sont hyper sollicités et néanmoins disponibles parce qu'ils communiquent beaucoup les informations. Moi, je suis en contact avec une interlocutrice de BPI qui me fait passer toutes les infos à chaque fois. Et en même temps, ils avancent au rythme des annonces qui sont faites, à la fois du côté du gouvernement. Ensuite, au-delà des annonces, il y a aussi le fait de devoir attendre que tout soit réellement mis en application, c'est-à-dire du côté de l'État, c'est le fait que les décrets soient publiés. On voit en ce moment sur des dispositifs comme le Fonds de solidarité qui a évolué petit à petit depuis l'annonce qui a été faite la semaine dernière jusqu'au décret qui arrive là, puisque c'est demain que les demandes vont pouvoir commencer à être faites. Et puis du côté de BPI, c'est les dispositifs qui arrivent aussi au fur et à mesure, en fonction des informations qui sont remontées, en fonction de ce qui a été mis en place. Donc on a eu
tout de suite les premières mesures qui ont été prises de type report, par exemple, des échéances de paiement, etc. Et puis ensuite, on a eu les nouveaux dispositifs qui ont été déployés. Donc chez BPI, il y a notamment le prêt à tout et le prêt soutien innovation qui vient d'être annoncé. Il y a leur intervention dans le prêt garanti par l'État. Donc voilà, tout ça, je dirais qu'il y a eu deux niveaux de suivi de tout ça. Il y a eu le premier niveau d'urgence, on va dire, c'est vraiment toutes les premières mesures qui ont été annoncées par l'État. Et d'ailleurs, pour remonter aussi sur d'autres organisations, que ce soit l'URSSAF, la Directe, qui sont particulièrement appliquées, par exemple, notamment dans les mesures de report de charges ou de mise en place de l'activité partielle. Il y a vraiment eu d'un côté toutes les mesures qui ont pu être mises en place immédiatement. Et on voit que même du côté de la Directe et de la mise en place du chômage partiel, il y a eu des décrets qui sont pas arrivés tout de suite. Là, c'est un webinaire que tu as fait toi-même il y a quelques jours avec Bold, où vous parliez notamment de ça. Et c'est un peu pareil sur toutes les mesures. Donc voilà, on renseigne tous les jours au fur et à mesure les entreprises sur tout ce qui arrive. Ouais, là, c'est un peu la jungle. Je remets dans le lien du chat un article Medium que j'ai fait juste sur le rappel des dispositifs spéciaux au Covid et puis là, le comportement qu'on peut s'attendre d'investisseurs. On a un onglet questions à droite, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, on a un onglet sondage pour voir à peu près à qui on s'adresse, si vous avez déjà levé des fonds ou avez déjà eu comment dire, une relation avec la BPI ou vos banques, etc. Ok Nico, si on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les solutions de financement là dans cette période de crise, on a différents types de financement. Je peux dire aux entrepreneurs aujourd'hui que nous, de ce qu'on voit sur Eldorado, les financements privés de levée de fonds sont Alors, tu m'entends encore? oui, ça a frisé, mais tout est revenu. Ça marche. Les financements privés, levée de fonds sont ralentis. Les décisions des fonds d'investissement vont être reportées à quelques semaines ou mois pour certains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rentré en relation avec des investisseurs, bon, peut-être pas cette semaine ou la semaine prochaine, mais de garder en tête qu'il y aura un retour de crise et qu'il faut du coup se mettre en avant auprès de cette population d'investisseurs. Il y a des entreprises qui ont peut-être déjà levé des fonds qui vont pouvoir se tourner vers leurs investisseurs historiques pour trouver de la trésorerie. De tous les webinaires qu'on a fait, de tout ce qu'on a pu voir de l'écosystème à court terme là, de ces dernières semaines, le but, c'est d'apporter un maximum de trésorerie pour, on va dire, l'été prochain, l'été 2021. Les entreprises qui sortiront sont celles qui déjà cocheront cette case, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de cash jusque-là. Après, il y a revoir son business model, réfléchir à ses axes de croissance, etc. Il y a beaucoup de choses à évidemment revoir. Mais déjà, c'est la priorité qui a été celle des derniers jours et des dernières semaines. Et pour ça, il y a les dispositifs de financement bancaire public classique et public de crise, j'allais dire. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu sur ceux qui sont spéciaux pendant la crise, où on a principalement deux dispositifs sur lesquels on peut se pencher aujourd'hui. Le fonds BPI qui va apporter 80 millions d'euros pour aider les entreprises à faire des bridges. On ne sait pas encore de quelle manière et peut-être que tu pourrais nous éclairer sur ce sujet-là. Et puis les dispositifs de prêt ou de soutien aux prêts bancaires avec le mécanisme de contre-garantie. On avait déjà le prêt garanti État, prêt Le Maire, prêt à tout qui sont sortis ces derniers jours. Et aujourd'hui, tu nous parles du prêt soutien innovation. C'est un peu une question large, mais je pense que tu as un bon esprit de synthèse, Nicolas, pour nous Ouais. éclairer au plus clair. Et je propose même qu'on remonte un petit peu plus haut parce que toutes ces remarques, elles sont très importantes et ça rejoint les questions, toutes les questions là que moi j'ai de mon côté depuis donc une quinzaine de jours maintenant. C'est important aussi de reprendre la mécanique de base du financement pour bien la comprendre parce que effectivement, notamment du côté des startups, mais pas que, tous les regards se tournent vers BPI France, qui évidemment est aujourd'hui l'organisme public qui regroupe l'essentiel des financements publics. Néanmoins, ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est que BPI France, l'ADN de BPI France, en quelque sorte, c'est de ne pas intervenir seul. Donc, ils interviennent quasiment toujours en complément d'autres financements. Et aujourd'hui, c'est une vraie question qui me remonte alors pour ce qui me concerne sur l'écosystème startup et notamment, comme moi, mon cœur de cible, c'est plutôt des jeunes startups, c'est de bien comprendre comment se mettre en position d'aller voir BPI France.
Alors, on va avoir deux grandes thématiques qui sont le fonds de solidarité, alors qui n'a rien à voir avec BPI France pour le coup. Là, du coup, j'y reviendrai après, et le prêt garanti par l'État / le prêt soutien à l'innovation, qui pour le coup est un prêt qui est directement délivré par la BPI. La première question qu'il faut se poser, c'est quel financement vous pouvez apporter pour que BPI France vienne rajouter sa brique par-dessus. C'est vraiment la question des fonds propres que l'on a dans tous les cas, contexte crise ou pas crise, et qui est d'ailleurs la toute première démarche qu'on indique aux startups lorsqu'elles veulent ensuite aller chercher les subventions BPI France. C'est vous, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en face. Donc, premier réflexe, je dirais même, d'ailleurs, si on remontait encore un cran, on ne l'a pas évoqué, mais le premier réflexe, c'est même tout simplement déjà de réfléchir à sa stratégie, hein, de réfléchir à son business model, d'adapter son plan de trésorerie et d'avoir un plan d'action à proposer. Donc, ensuite, en termes de financement, le premier réflexe, ça va être déjà de se tourner vers ses propres investisseurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous aider à traverser cette période. Il faut reconstituer les fonds propres, il faut amener des fonds propres. Le réflexe qui va aller parallèlement, c'est la banque. La banque est l'intermédiaire de quasiment tous les dispositifs qui sont proposés par BPI France. Donc, je dirais même que très certainement, dans la plupart des cas, avant de se tourner vers BPI France, il faut vous tourner vers votre banque. Et effectivement, on va regarder le prêt garanti par l'État. Donc, ce prêt garanti par l'État, pour le résumer rapidement et sans forcément rentrer dans tous les détails techniques, c'est donc ce prêt qui est délivré par une banque qui va couvrir jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente, ou pour les startups, il y a un critère alternatif qui peut être deux fois la masse salariale. Donc, soit la masse salariale 2019, soit vous prenez un prévisionnel de masse salariale actuelle. La différence, c'est que PGE, je crois, se fait sur les startups qui sont créées après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2019 pour ces deux critères. Soit avant 1er janvier 2019, c'est 25% du chiffre d'affaires, soit à partir du 1er janvier 2019, c'est un pourcentage de la masse salariale ou la masse salariale de l'année 2019, quoi, en fait. Alors, pour les startups, il y a un critère particulier, c'est que ça peut être deux fois la masse salariale et on va tenir compte de celui qui est le plus intéressant des deux. Donc, entre 25% du chiffre d'affaires ou la masse salariale. Enfin, la banque doit théoriquement tenir compte de ce qui est le plus intéressant des deux. Donc là, ça permet à la banque de délivrer un prêt qui sera couvert jusqu'à 90% par l'État directement. Sur la base, alors le contact, encore une fois, c'est la banque. Le process, c'est la banque vous donne un accord sur le prêt. Ensuite, vous allez vous connecter sur un site qui a été mis à disposition par BPI France et ça permet de valider l'ensemble du système. Donc ça, c'est vraiment le tout premier interlocuteur et je dirais vraiment, c'est la banque qui est votre partenaire essentiel sur ces dispositifs. Au-delà de ça, évidemment, il y a BPI France. Donc, alors BPI France, il y a à la fois les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Donc, le prêt à tout qui a été le premier annoncé, mais qui est plutôt destiné aux PME, on va dire. Donc, c'est pas forcément l'écosystème startup en lui-même qui est concerné par le prêt à tout. Donc, sur l'écosystème startup, ça va être le prêt soutien à l'innovation, qui est finalement une déclinaison de ce prêt à tout, qui peut donc venir en complément du prêt garanti par l'État. Ouais. Et puis sinon, effectivement, sur des startups qui sont déjà bien avancées et qui ont déjà des investisseurs avec elles, ça va être effectivement le French Tech Bridge qui a été annoncé. Sur lesquels d'ailleurs, j'ai pas énormément d'éléments plus que toi, si ce n'est les chiffres qui ont été annoncés. On va essayer d'en parler et de créer des hypothèses sur le French Tech Bridge parce que c'est un truc important. Juste pour refaire un focus sur les prêts. Donc, comme tu disais, les entrepreneurs doivent d'abord, avant d'aller voir BPI, reconstituer des fonds propres où les plus chanceuses d'entre elles ont déjà levé et ont déjà des fonds propres ou avaient des différents moyens pour constituer leurs fonds propres, même un peu avant la crise. Ça peut être des comptes courants d'associés, ça peut être une belle année 2019, ça peut être une levée de fonds ou un bridge qui avait été fait avec des investisseurs historiques. Mais on va quand même adresser les startups qui ont plus de difficultés. On fait un cas d'école. Je suis une startup, j'ai
ma masse salariale 2019 qui était, on va dire, de 80 000 euros. Je suis une petite boîte, ou alors 25% de mon chiffre d'affaires, c'est 50 000 euros. Je vais aller voir mon organisme bancaire. Bon, je pense que Nicolas, tu es comme moi, tu peux pas savoir quel va être le comportement de chaque banque, ni de chaque agence, ni de chaque conseiller bancaire, parce que c'est encore le flou artistique aujourd'hui. Mais je vais voir ma banque et je vais aller voir pour lui dire, donc je voudrais un prêt garanti État de 80 000 euros. Du coup, je peux avoir une contre-garantie à 90% par la BPI. Et en parallèle, je vais demander aussi un prêt à tout pour avoir 80 000 euros supplémentaires de la BPI. Ça, c'est quelque chose qui est réaliste, selon toi? Enfin, en hypothèse. Alors, en précisant qu'en fait, pour expliquer aussi le process, hein, pour être hyper opérationnel avec les entrepreneurs qui nous regardent, en fait, concrètement, tu ne vas pas aller voir BPI France pour leur demander un prêt à tout. Tu vas tout simplement présenter ta situation à BPI France et c'est le chargé d'affaires innovation, enfin le chargé d'affaires, parce que généralement nous on est dans un cadre innovation, en tout cas le chargé d'affaires BPI France qui va apprécier la situation et qui va faire une proposition de montage. Donc c'est lui lui ou elle qui va déterminer si c'est un prêt à tout, si c'est un prêt soutien innovation ou autre chose, parce que n'oublions pas de préciser, de repréciser, notamment pour les jeunes startups, c'est des questions qui ont été énormément posées à moi et je vois aussi à BPI France à travers les remontées d'infos qu'on a. Les dispositifs actuels de BPI France continuent. Et la question notamment qu'on m'a posée, j'imagine qu'on a dû poser à d'autres, c'est oui, mais est-ce que les fonds qui sont utilisés pour les mesures d'urgence ne vont pas être pris sur les enveloppes habituellement alloués au dispositif de soutien à l'innovation? La réponse, c'est non, et ça a d'ailleurs été même écrit noir sur blanc dans le volet startup qui tient en 4 points. Peut-être qu'on pourra en redire ces 4 points, même si on les a déjà évoqués. Ce qui veut dire aussi que BPI France peut tout à fait être amené à vous proposer les subventions habituelles de type Bourse French Tech, InnovUp pour ceux qui sont en région Île-de-France, les avances récupérables, enfin tout ce qui est autour des aides, les aides au développement de l'innovation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se focaliser sur le prêt à tout, le prêt innovation, ou le prêt soutien à l'innovation. Il faut tout simplement présenter une situation à BPI avec encore une fois un plan d'action, une trésorerie à jour, et c'est eux qui vont faire le lien. Et d'ailleurs, pour revenir aussi, je me permets, c'est sur la partie banque, parce que donc les banques, bon déjà elles sont submergées de demandes. Les informations, elles redescendent au fur et à mesure jusqu'à. Il faut imaginer que partout en France, il y a tous les chargés clientèle qui doivent aussi intégrer toutes ces informations. Donc c'est pas forcément évident. Donc là, je reprends les recommandations qui ont été faites, que ce soit par BPI France ou la Banque de France. D'une part, si vous n'êtes pas en situation d'urgence, attendez. Les enveloppes sont très largement suffisantes, et notamment le prêt garanti par l'État. D'ailleurs, on l'a pas dit. Actuellement, il est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il n'y a pas d'urgence à y aller maintenant. Si vous n'êtes pas en situation d'urgence, attendez un petit peu. Et vous pourrez ainsi non seulement solliciter votre banque, voire solliciter d'autres banques, même si actuellement ouvrir un compte dans une banque, c'est tout simplement impossible. Et c'est peut-être aussi moyen de faire un petit crochet sur l'un des autres points qui ont été mis en place, le plan global qui a été mis par l'État, qui tient en 9 points, et l'un des points, c'est la médiation du crédit. Si jamais vous étiez en difficulté avec vos banques, la recommandation, c'est évident. Enfin, c'est pas la recommandation, c'est d'abord vous solliciter votre banque. Si jamais vous avez un refus, vous sollicitez idéalement d'autres banques, en tenant compte encore une fois du fait qu'à très court terme, on est tous conscients que c'est assez compliqué. Et si malgré cela vous avez des difficultés, vous pouvez solliciter le médiateur du crédit auprès de la Banque de France, qui est donc totalement appliqué aussi dans ces mesures de soutien qui ont été prises par l'État et par les différentes administrations. Ok. Et justement, le conseil qu'on donne aussi, c'est évidemment de temporiser, comme tu le dis, il faut pas se jeter dessus parce que on ne sait pas quelles sont les conditions, et comme tu le dis, même les banques elles-mêmes ne savent pas déployer encore une fois dans cette urgence tous les tenants, les aboutissants, les taux, les différents types de remboursement, les délais de remboursement. Ce que nous on a réussi à collecter comme info récemment, c'est que le taux BPI pour le prêt à tout serait de 2% avec un différé de remboursement de 12 mois. Je ne sais pas si toi, tu as la même information.
Non, j'ai pas encore eu de remontée sur les taux. Les taux, voilà, de la BPI, ça ne ferait pas forcément à s'aligner sur le taux bancaire. Après, on va voir sur les banques ce qu'elles vont pratiquer. Mais en tout cas, ouais, vaut mieux temporiser, attendre de voir l'organisme bancaire, peut-être l'appeler pour lui demander quels sont les premiers documents qu'ils vont vous demander, notamment pour la masse salariale, le chiffre d'affaires, et puis surtout un business plan dégradé des prochains mois, qu'il faut d'ailleurs que vous fassiez avant tout pour vous-même et pour la gestion de votre activité. Mais vaut mieux pas mettre la charrue avant les bœufs et aller trop vite vers les organismes bancaires parce que vous pourriez peut-être griller une cartouche en proposant des documents trop rapidement et les conditions de financement bancaire vont être précisées ces prochains jours, semaines. Ok. Sur la partie, merci Nicolas, sur la partie financement non dilutif autre que bancaire, autre que la dette, il y a toujours les mécanismes classiques dont tu parlais, InnovUp, Bourse French Tech, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a une activité plus rapide, plus compréhensive de la situation de la part de la BPI sur les startups qui n'ont jamais sollicité la BPI, puisque ça arrive, et qui pourraient avoir des fonds propres pour avoir une première subvention ou un prêt d'amorçage ou un prêt croissance? Euh, Comment tu vois le marché pour le moment sur les startups qui ont ces besoins-là à court terme? Là, je reprends les indications qui nous ont été données par BPI France, hein, c'est que à très court terme, ils doivent gérer l'urgence. Donc, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, attendez un petit peu. Mais encore une fois, tous ces dispositifs type Bourse French Tech, InnovUp, etc., ils sont là, ils sont absolument pas remis en cause. Donc, il faut attendre un petit peu. Hein, pour le moment, je pense qu'il faut aussi comprendre que il y a une priorisation qui a d'ailleurs été publiée par BPI France. Hein, ils ont fait une priorisation en 3 points. Alors, je l'ai plus tout à fait en tête et j'ai pas l'infographie, mais voilà. Donc, si vous retrouverez ça, je pense sur les comptes Twitter, notamment de BPI. Si vous n'êtes pas dans ces situations d'urgence, il faut attendre un petit peu. Ok. Pour les dispositifs BPI, comme tu l'as dit, la logique est de cofinancer ou de co-investir de la part de la BPI. C'est toujours une logique 1 pour 1. Jamais la BPI ne va financer 100% d'un projet et sans avoir un cofinancement de votre part. C'est quoi les autres techniques pour constituer ces fonds propres, si on peut faire un petit laïus dessus, puisque les entrepreneurs aujourd'hui se disent j'ai plus de trésorerie et la BPI a ses soutiens et on me dit qu'il y a une logique 1 pour 1. Donc grosso modo, si j'apporte 40 000 euros, la BPI sera capable de me cofinancer 40 000 euros, voire même plus parfois pour des mécanismes avec une logique 1 pour 2 ou autre. Comment je constitue mes fonds propres? Si on peut refaire un laïus là-dessus, ce serait super utile, je pense. Ouais, c'est effectivement très intéressant. Alors, la logique à point 1, c'est pas dans tous les cas. Hein, faut toujours en être conscient. C'est parfois le maximum, mais c'est pas forcément 1 pour 1 de façon obligatoire. Et effectivement, sur les dispositifs, c'est même tout simplement pas ce critère qui est retenu. Donc, on retient hein, effectivement les fonds propres hein, en premier lieu. Donc, vous, tout ce que vous pouvez apporter en capital social, en compte courant d'associés. Retenez que comme on est sur du cofinancement de projets à venir, peut-être effectivement on peut rappeler comment fonctionnent les subventions de façon globale, que ce soit BPI France ou autre. Hein, d'ailleurs, j'ai pas évoqué encore les régions, hein, mais pensez aussi à contacter les régions qui ont leur propre dispositif. On va regarder le niveau de vos fonds propres, donc effectivement capital social plus les comptes courants d'associés plus, lorsque c'est le cas, des bénéfices qui ont été enregistrés et qui n'ont pas été distribués. On va regarder aussi ce qui est disponible en numéraire, puisque la logique, c'est de présenter un devis de dépenses. Typiquement, Bourse French Tech, vous allez proposer au moins 45 000 euros de dépenses, avec comme schéma, BPI France en finance 30 000 sous forme de subvention, et vous en financez 15 000 avec vos propres financements. Autrement dit, il faut que votre part du financement soit présente sur le compte de la société pour que BPI France puisse délivrer la subvention. Un BPI peut vous donner un accord, même si l'argent n'est pas présent de votre côté sur le compte. Par contre, il ne délivre pas la subvention tant que vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez l'argent. Donc ça, c'est le point le plus important. Et ensuite, en dehors de ce que vous pouvez vous apporter en fonds propres. Alors, on n'a pas fait la liste, hein, mais si tout ce qui est fonds propres, on inclut la Love Money, Friends and Family, éventuellement des opérations de crowdfunding, etc. Des concours auxquels vous pouvez participer. La deuxième étape, généralement, ça va être tout ce qu'on appelle les prêts d'honneur ou prêts entrepreneurs, selon la terminologie qui a été utilisée.
Donc là, la logique, hein, c'est de délivrer des prêts à taux zéro, sans caution et sans garantie à la personne, c'est-à-dire aux fondateurs eux-mêmes, qui vont donc porter la dette à titre personnel, mais qui vont injecter l'argent dans la société, ce qui permet d'augmenter les fonds propres de la société. Et on va coupler tout ça avec un prêt qui sera délivré par la banque à la société cette fois-ci, avec de nouveau les mécanismes de garantie de BPI France qui interviennent. Pareil, un petit point d'ailleurs sur ceux d'entre vous qui ont des prêts d'honneur, mais a priori vous avez déjà eu les informations. Hein, donc que ce soit le réseau Initiative ou le réseau Entreprendre, ils ont tous annoncé qu'ils suspendaient les échéances de paiement pendant des périodes différentes selon les organisations, mais tout le monde joue le jeu, hein, clairement en ce moment, puisque c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas forcément fait le tour complet de toutes les administrations, mais tout le monde clairement joue le jeu de la situation actuelle. Pour les prêts d'honneur, il y a Réseau Entreprendre, quoi d'autre? Il y a Wilco, il y a d'autres initiatives. Voilà, alors au niveau national, il y a le réseau Initiative et le réseau Entreprendre. Je n'avais pas cité Wilco parce que j'imagine que tu es regardé dans toute la France, Adrien. Moi, effectivement, comme je suis que sur la région Île-de-France, nous, on a un dispositif en région Île-de-France qui s'appelle Wilco, qui finance les entreprises innovantes. Et puis, au niveau national et en fonction des régions, il peut aussi y avoir des fonds de prêts d'honneur qui sont alimentés notamment par des entreprises privées. Donc, il faut, là je le dis, je le redis, un très bon point de contact, et même si ça fait un peu autopromo, c'est les chambres de commerce. Hein. À la chambre de commerce de votre région, de votre département, on vous fera un point de vue sur tous les financements, que ce soit au niveau national et au niveau local. Ouais, ouais. Il y a Léa qui a mis sur le groupe un lien sur le chat. Et c'est vrai on reparle des 3 niveaux de priorité. La BPI va prioriser les startups qui ont besoin de cash avant l'été 2020, avant la fin de l'année 2020 et jusqu'au début 2021. Donc, on a 3 niveaux de priorité. Donc, vraiment, n'hésitez pas quand vous parlez à vos chargés d'affaires ou bancaires ou BPI ou autres, c'est de mettre en avant que votre besoin est plus ou moins urgent. Et s'il est urgent, d'essayer de le déployer au mieux. On peut parler un petit peu du bridge. Il y a cette dispositif de 80 millions de French Tech Bridge qui est appelé maintenant French Tech Bridge, qui va être mis en place dans les prochaines semaines. C'est 160 millions mobilisés au total. En fait, 80 millions par la BPI en cofinancement avec des investisseurs nouveaux ou historiques. On sait que ça va être un dispositif d'obligation convertible de 100 000 à 5 millions d'euros en co-investissement avec des fonds privés. Donc, c'est de l'equity, mais c'est des obligations convertibles. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aux entreprises et aux entrepreneurs comment ça pourrait fonctionner, même si on ne connaît pas tous les détails, ce mécanisme de cofinancement de la BPI, puisque la BPI, en plus du financement, pour rappel, a une branche investissement dans l'écosystème où ils investissent soit dans des fonds, soit directement dans des startups. Ouais, là, je vais être honnête, quand on fait les workshops avec BPI France, c'est vraiment eux qui expliquent ces mécanismes que moi, je maîtrise un peu moins. Alors peut-être que toi, du coup, je pense que toi, pour le coup, c'est pas mal ton domaine, tout ce qui est investissement, tout ce qui est levée de fonds, etc. Donc, je suis persuadé que tu réponds mieux que moi à ces questions. Peut-être pour rappeler, par contre, qu'on est bien sur des dispositifs qui ne s'adressent pas à des startups qui sont encore en phase d'amorçage, de seed. Hein, là, on va être plutôt en transition entre deux levées de fonds. Je te laisse peut-être répondre un peu là-dessus. Ouais, c'est des startups qui étaient potentiellement en levée, qui étaient déjà amorcées ou qui allaient être amorcées, on va dire, au deuxième trimestre 2020, qui va être pénalisé. Là, le but est que si vous cherchiez 400 000, 1 million d'euros, vous puissiez bénéficier de ce co-investissement de la BPI. Pour rappel, elle le faisait déjà. Hein, la BPI, il y a 21 fonds spécialisés qui co-investissent avec des investisseurs. L'objectif est une accélération de cet investissement, sauf que les premiers communications font état d'une obligation convertible. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la BPI ne va pas prendre directement des actions dans votre entreprise, elle va vous délivrer des obligations convertibles. Donc généralement en France, ce sont des BSAR, un mécanisme de financement par obligation qui se convertiront dans le cadre d'une levée future. Donc, comme le disait Nicolas, c'est entre deux levées potentiellement ou avant une levée potentiellement en fin d'année 2020 ou début 2021, dans lequel
quand la levée va apparaître, si la BPI vous a financé par exemple 300 000 euros d'obligations convertibles et 300 000 euros par des investisseurs externes ou que vous connaissiez déjà, qui étaient déjà investisseurs dans votre entreprise, il va y avoir une levée qui sera d'un minimum de 600 000 euros, du coup, qui convertira ces actions. On sait qu'il y a cette opportunité de conversion, mais on sait aussi que la BPI, son intérêt n'est pas forcément de venir investir dans énormément d'entreprises de ce type-là, qui sont des dispositifs de soutien d'urgence, qui sont pas vraiment des dispositifs stratégiques pour la BPI. Et la BPI préfère faire de l'investissement indirect à travers les fonds. Donc, il est fort à parier que la BPI voudra privilégier un rachat des obligations qu'elles auraient contractées dans le cadre des dispositifs de soutien à court terme. Ça veut dire que si elle a ces 300 000 euros en co-investissement, il faudra que ces 300 000 euros soient rachetés par des investisseurs nouveaux ou par les investisseurs historiques dans le cadre de la levée. Honnêtement, on peut pas savoir à quel prix, à quelle valorisation, etc. vous allez être mangé quelque part, puisque les valorisations vont être revues à la baisse. Forcément, l'impact de crise immédiat, c'est que les valorisations à court terme et moyen terme vont être dégradées. Alors, tout dépend des secteurs, des domaines d'activité, etc. Comment on va pouvoir anticiper les valorisations et les conversions du coup de ces obligations convertibles, c'est encore un peu flou. Mais suivez bien, parce que on va savoir aussi quel est le fonds au sein de la BPI qui va opérer ce déploiement des 80 millions d'euros. Ça peut être le fonds F3A, le fonds Innovation. On ne sait pas encore exactement, mais on va le voir ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc restez connectés. On peut peut-être passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On nous pose une question. Voilà, c'est Thibaut qui nous reprécise ce que je disais, c'est-à-dire qu'il est peu probable que la BPI active les OC, les obligations convertibles, car ce n'est pas dans son intérêt. Voilà, et les promesses n'engagent que ceux qui le croient. C'est vrai. Après, peut-être que d'avoir la BPI en co-investisseur, ce n'est pas forcément une tare, surtout quand elle a sauvé des entreprises qui étaient en pleine réflexion de leur business model, et dans cette phase de crise, c'est à voir. Après, effectivement, l'intérêt de la BPI, c'est plutôt d'investir à travers les fonds qui vont eux-mêmes investir, plutôt que d'investir en direct dans les entreprises. On verra si ce sera appliqué. C'est en tout cas ce qu'avait dit Cédrico hier. Comment on contacte les chambres de commerce, Nicolas? Voilà, peut contacter ou les chambres de commerce de province. Comment on active ces réseaux quand on est entrepreneur? Alors, il faut aller sur le site de chaque CCI régional pour trouver les coordonnées, hein, puisque les chambres de commerce sont régionalisées. Donc, regardez directement. Et sinon, si vous êtes dans le cas de demande d'urgence, hein, il y a aussi un numéro qui est mis en place par CCI France. Donc, on peut aussi aller sur CCI France. Donc, voilà, contactez-les directement. Et effectivement, je voyais une question, Christophe. Ah bon, bonjour Christophe. Oui, on peut contacter les CCI dès maintenant. Bien sûr. Nous, on est clairement mobilisés. Hein, enfin, voilà, on répond à tout le monde en ce moment. Et donc pour les aides et subventions, c'est les chargés start-up qui sont comme Nicolas spécialisés dans ce domaine-là, qui vont ensuite vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs régionaux ou BPI pour les dispositifs de soutien existants. Alors on a des questions. On va reprendre du début. J'aimerais connaître l'ensemble des dispositifs pour les projets en amorçage et les conditions requises pour y accéder. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit, je pense. Guy, si on n'a pas répondu à ta question sur les financements non dilutifs, n'hésite pas, mais on a fait un bon panorama. Après, il y a le lien que j'avais mis, le médium, où je résume un petit peu les dispositifs qui existent. N'hésite pas à y accéder. Et puis, il y a le site de l'État qui est quand même très bien fait aussi sur le plan de soutien. D'ailleurs, qui est en lien dans mon article Medium, il y a des ressources dans ce site-là. Pré-demande demande un prêt bancaire qui demande une garantie perso, même si une partie est garantie par la BPI. Donc, comment faire si notre situation perso n'est pas suffisante pour la banque? C'est une bonne question. Oui, c'est une question qu'on a souvent, que j'ai souvent. Alors, à la fois, j'ai pas de solution miracle, mais je dis quand même, il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs banques, en fait.
Tout ça, c'est des questions de négociation, c'est des questions d'appréciation par la banque, par la personne qui vous reçoit, qui comprend plus ou moins le dossier. Donc, effectivement, hein, la garantie qui est apportée par BPI France, elle va aller de 50 à 70%. Donc, la banque est susceptible de vous demander de garantir entre 30 et 50% du prêt. Moi, et pas que moi d'ailleurs, je suis plutôt dans une démarche qui consiste à décourager les entrepreneurs de prendre des cautions, de faire caution sur des prêts. Donc, allez voir plusieurs banques. Et on a des cas, hein, vraiment de gens qui vont voir 3 banques, 4 banques, 5 banques et d'en trouver une qui va accepter de jouer le jeu. Encore une fois, à très court terme, c'est des situations qui sont pas évidentes, mais voilà. Ok. Il faut, nous, ce qu'on encourage, c'est des entrepreneurs de leur éviter un maximum d'avoir des garanties personnelles, Oui, même clairement. ouais, même faibles, hein, sur le projet. Déjà que vous prenez énormément de risques, en particulier pendant cette période. Essayez un maximum d'avoir les mécanismes de contre-garantie BPI et d'éviter que les organismes bancaires mettent des cautions ou des garanties personnelles sur vous ou votre patrimoine. Encore une fois, hein, sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter votre CCI local parce qu'on peut vous aider à structurer aussi vos dossiers et alors pas forcément dans toutes les CI, donc je ne veux pas m'avancer sur tout le monde, mais parfois aussi vous mettre en relation avec des réseaux bancaires. Typiquement, nous, dans le cadre de la région de la CCI Île-de-France, on a un dispositif qui s'appelle Entrepreneur Leader qui est opéré à la fois par les chambres de commerce et par le réseau Initiative pour les prêts d'honneur. Et donc, on fait le lien avec le réseau Initiative pour monter le dossier et vous faire accéder à ces prêts d'honneur. Donc, ceux d'entre vous qui sont en région Île-de-France, prenez contact avec votre CCI départementale. Ouais, c'est le mieux de le faire. Il y a Lee qui nous demande le dispositif French Tech Bridge. Je l'envoie en réponse. Il y avait un article assez complet qui nous a été remonté. Qui contacter, ça on l'a dit. PIE, réseau entreprendre et tous les prêts d'honneur demandent la plupart du temps, en premier surtout dans le cas, le serpent se mord la queue pour les projets en amorçage. En plus de la garantie un tiers sur le prêt bancaire associé. Alors je comprends pas très bien ta question, Guy, mais peut-être que tu peux la repréciser en haut. Alors, Euh, tous les prêts d'honneur demandent la plupart du temps, en plus de la garantie. Ouais, j'ai fait un entrepreneur leader, mais aucune mise en relation avec initiative ou autre. Ouais, Guy, si tu peux être un petit peu plus précis, ce serait super. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. C'est le but, c'est que ce soit un maximum interactif Non, et de vous aider. je pense comprendre un peu la question parce que effectivement, c'est sur les projets numériques, où on va dire en tout cas, tous les projets dont le business model n'est pas classique en quelque sorte et sur lesquels les réseaux qui délivrent des prêts d'honneur n'ont pas forcément une visibilité très claire. C'est vrai qu'assez souvent, ils sont un petit peu attentistes, c'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'il y ait du chiffre d'affaires ou des marques d'intérêt avérées voilà, qui vont permettre de les rassurer un petit peu. Donc, je suis d'accord que parfois, pour les startups, pour les projets innovants, solliciter du prêt d'honneur dès le début, c'est pas facile. Et souvent, moi-même, je le dis, on va essayer de ne pas forcément les solliciter tout de suite parce que je sais que ça va pas être évident. Alors, pareil, ça dépend énormément des déclinaisons locales, vraiment, mais je le vois notamment déjà moi par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne et qui sont pas forcément à Paris, mais qui sont dans d'autres départements de la région Île-de-France. Les réactions du réseau Entreprendre ou du réseau Initiative sont pas forcément les mêmes qu'à Paris. Et puis, pour PIE, hein, puisqu'il est cité, donc PIE, pour le dire, c'est donc Paris Initiative Entreprise, hein, c'est donc la déclinaison parisienne du réseau Initiative. Ils ont une forte dimension sociétale, environnementale, tous les projets à impact. Donc, c'est vrai que eux, ils vont regarder en premier lieu ce type de projet. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, ça vaut le coup d'aller les voir. Ils ont bel et bien des enveloppes qui sont attribuées à des projets innovants. Ok. Qu'est-ce que tu encourages à faire aux entrepreneurs aussi sur comment suivre les initiatives, puisqu'il y a quand même un éclatement de l'information et notamment sur le financement bancaire. Bon, nous, on a des différents dispositifs avec Eldorado, mais il faut pas aller vers trop d'informations. Justement, les chambres de commerce peuvent être un bon point de contact à suivre pour ça. Oui, oui, bien sûr, hein, ça fait partie des missions des CCI. C'est l'acculturation au financement et donc le fait de travailler sur ces financements avec vous. Si je reprends l'exemple du dispositif Entrepreneur Leader que l'on opère donc avec la région,
l'un des points que l'on aborde avec vous, c'est qu'on construit en fait le prévisionnel financier pour pouvoir le présenter à des banques et à des réseaux de financement type prêt-donneur. Donc, contactez-nous. Ouais, c'est le mieux. Peut-être que tu peux aller faire. Si tu me permets, d'ailleurs, je vais faire un crochet du coup par French Tech Central, puisqu'on n'en a pas tellement parlé, mais dans l'écosystème startup, on a donc cette initiative de la French Tech qui est une fédération, une communauté des services publics à destination des startups, avec l'idée qu'on on vous propose un accès rapide et immédiat aux différentes administrations publiques. L'un des partenaires de ce dispositif, c'est la Banque de France. Et la Banque de France peut aussi vous aider dans ces démarches-là. C'est-à-dire que si vous allez voir des banques et que vous n'arrivez pas à les convaincre de vous suivre, et hors situation d'urgence, je cite les médiateurs du crédit, vous pouvez aussi solliciter la Banque de France pour qu'elle puisse non seulement jeter un œil sur vos plans de financement, mais qu'elle puisse aussi éventuellement prendre l'initiative de contacter les réseaux bancaires. Donc, soit via le réseau, soit via French Tech Central, pardon, donc, qui est opérationnel à Paris depuis 2 ans et demi et qui est en train de se déployer dans toute la France. Donc là, vous allez sur frenchtechcentral.com. Et si vous êtes dans une région qui n'a pas encore ce dispositif French Tech Central, vous contactez le correspondant TPE de la Banque de France de votre département. D'accord. Et pour centraliser ces besoins, où est-ce qu'on peut toi te contacter si on est à Paris ou la Chambre de commerce de Paris? Il y a un formulaire sur le site ou il y a une adresse mail? Je sais pas si. Oui, alors moi vous pouvez me contacter. Il y a une adresse mail qui est startup75@cci-paris-idf.fr. Je dirais sinon plus simplement, vous me contactez sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Je réponds sans problème. Bon, super, Nicolas, on vous laisse là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'adresse, je l'ai mise dans le lien. Aussi, on a d'autres webinars, dont demain un très intéressant sur le statut d'entreprise en difficulté pour les entreprises qui auraient peut-être besoin de se mettre en procédure de sauvegarde pendant quelques mois. Et pour rebondir ensuite, ça permet d'avoir des échéances décalées sur l'URSSAF, etc. Donc, n'hésitez pas. Sur l'aspect demander des conseils, on a voilà, Nicolas, mon adresse, merci Nicolas. C'est très très important et sympa d'avoir ta disponibilité pour tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est hyper dispo pendant cette période. L'idée c'est que vous soyez le plus informé possible. Gardez Nicolas ou Eldorado, la chambre de commerce et Eldorado, d'avoir en tête, de les garder en tête pour voir le déploiement des prochains dispositifs de financement qui vont être plus précisés les prochaines semaines. Merci Nicolas. Merci à toi. Et bon courage pour cette période et bon courage pour toute cette aide aux entrepreneurs qui va être délivrée ces prochaines semaines. Merci à tous. Ouais. Avec plaisir. Bonne journée. Merci à tous.